J'étais dans la force de l'âge. Aucune maladie létale ne me menaçait directement. Les ennuis de santé qui m'assaillaient régulièrement étaient douloureux, mais somme toute mineurs. Ce n'est que dans une trentaine, voire une quarantaine d'années, que j'atteindrai cette zone sombre où les maladies deviennent toutes plus ou moins mortelles, où le pronostic vital, comme on dit, est presque à chaque fois engagé. Je n'avais pas d'amis, c'est certain, mais en avais-je jamais eu? Et à quoi bon si l'on voulait bien y réfléchir? Des amis. À partir d'un certain niveau de dégradation physique, et cela irait beaucoup plus vite, il fallait compter une dizaine d'années, probablement moins, avant que la dégradation ne devienne visible et qu'on ne me qualifie d'encore jeune. Il n'y a plus qu'une relation de type conjugal qui puisse directement et réellement faire sens. Les corps, en quelque sorte, se mêlent. Il se produit dans une certaine mesure un nouvel organisme. Enfin, si l'on en croit Platon. Et du point de vue des relations conjugales, j'étais de toute évidence mal parti. Les mails de Myriam s'étaient, au fil des semaines, fait plus rares et plus brefs. Elle avait renoncé depuis peu à l'envoi, mon chéri, pour le remplacer par le plus neutre François. Ce n'était à mon avis qu'une question de semaines avant qu'elle ne m'annonce, comme toutes celles qui l'avaient précédée, qu'elle avait rencontré quelqu'un. La rencontre avait déjà eu lieu, ça j'en étais certain. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais quelque chose dans le choix des mots qu'elle employait, dans la diminution constante du nombre de visages souriants et de petits cœurs parsemant ses mails, m'en donnait l'absolue certitude. Simplement, elle n'avait pas encore trouvé le courage de me l'avouer. Elle se détachait de moi, voilà tout. Elle était en train de refaire sa vie en Israël. Et que pouvais-je attendre d'autre? C'était une jolie fille, intelligente et sympa, au plus haut point désirable. Oui, que pouvais-je attendre d'autre? Pour Israël, en tout cas, elle manifestait toujours le même enthousiasme. C'est dur, mais on sait pourquoi on est là, m'écrivait-elle. Je ne pouvais évidemment pas en dire autant. La fin de ma carrière universitaire m'avait, il me fallut quelques semaines avant d'en prendre réellement conscience, privé de tout contact avec les étudiantes. Et alors quoi? Devais-je pour autant m'inscrire sur Mythique, comme tant d'autres l'avaient fait avant moi? J'étais un homme cultivé, de bon niveau. J'étais dans la force de l'âge, comme j'ai dit. Et si après quelques semaines d'un dialogue laborieux ou certains moments d'enthousiasme au sujet de n'importe quoi, mettons par exemple les derniers quatuors de Beethoven, je serais provisoirement parvenu à dissimuler un ennui croissant et global, à faire miroiter l'espérance de moments magiques ou d'une complicité faite d'émerveillement et d'éclats de rire. Si après ces quelques semaines je me décidais à rencontrer l'une de mes nombreuses homologues féminines, que pourrait-il s'en suivre? Panne érectile d'un côté, sécheresse vaginale de l'autre, il valait mieux éviter ça. Je n'avais fait que très occasionnellement appel à des sites d'escorts. Je l'avais fait le plus souvent pendant les mois d'été, pour assurer en quelque sorte la jonction entre deux étudiantes. J'avais dans l'ensemble été satisfait. Une rapide exploration sur Internet me permit de constater que le nouveau régime islamique n'avait en rien perturbé leur fonctionnement. Je tergiversai quelques semaines, examinant de nombreux profils, en imprimant certains pour les relire. Il en fallait des sites d'escorte un peu comme des guides gastronomiques, où la description d'un lyrisme remarquable des plats de la carte laissait entrevoir des délices bien supérieurs à ceux qui étaient en fin de compte éprouvés. Puis je me décidai pour Nadia Berette. Ça m'excitait assez, compte tenu des circonstances politiques globales, de choisir une musulmane. De fait, Nadia, d'origine tunisienne, avait complètement échappé à ce mouvement de réislamisation qui avait massivement frappé les jeunes de sa génération. Fille d'un radiologue, elle habitait depuis son enfance les beaux quartiers et n'avait jamais envisagé de porter le voile. Elle était en master 2 de lettres modernes. Elle aurait pu être une de mes anciennes étudiantes. Mais en fait, non. Elle avait fait toute sa scolarité à Paris Diderot. Sexuellement, elle faisait son métier avec beaucoup de professionnalisme, mais enchaînait les positions de manière assez mécanique. On la sentait absente. Elle ne s'anima vaguement qu'au moment de la sodomie. Elle avait un petit cul bien étroit, mais je ne sais pas pourquoi je n'éprouvais aucun plaisir. Je me sentais capable de l'enculer
sans fatigue et sans joie pendant des heures entières. Au moment où elle se mit à pousser des petits gémissements, je sentis qu'elle commençait à avoir peur d'éprouver du plaisir. Et peut-être des sentiments par la suite. Elle se retourna rapidement pour me terminer dans sa bouche. Avant que je ne parte, nous discutâmes encore quelques minutes, assis sur son canapé. La maison du convertible, le temps d'atteindre la durée d'une heure pour laquelle j'avais payé. Elle était plutôt intelligente, mais assez conventionnelle sur tous les sujets, de l'élection de Mohamed Ben Abbès à la dette du tiers-monde. Elle pensait exactement ce qu'il était convenu de penser. Son studio était décoré avec goût, impeccablement rangé. J'étais certain qu'elle se comportait raisonnablement, que loin de dépenser tous ses gains en fringues de luxe, elle en mettait soigneusement la plus grande partie de côté. En effet, elle me confirma qu'après 40 ans de travail, elle avait commencé à l'âge de 18 ans. Elle avait gagné assez pour acheter le studio où elle exerçait. Elle avait l'intention de continuer jusqu'à la fin de ses études. Ensuite, elle envisageait plutôt une carrière dans l'audiovisuel. Quelques jours plus tard, je rencontrai Babette la salope qui avait des commentaires dithyrambiques sur le site et se présentait comme hâte et sans tabou. De fait, elle m'accueillit dans son joli 2 pièces, un peu vieillot, uniquement vêtue d'un soutien-gorge seins nus et d'un string ouvert. Elle avait de longs cheveux blancs et un visage candide, presque angélique. Elle aussi appréciait la sodomie, mais ne se privait pas pour le manifester. Au bout d'une heure, je n'avais toujours pas joui et elle me fit remarquer que j'étais vraiment résistant. De fait, cette fois non plus, et même si mon érection n'avait jamais faibli, je n'avais à aucun moment éprouvé le moindre plaisir. Elle me demanda si je pouvais jouer sur ses seins. Je m'exécutai. En étalant le sperme sur sa poitrine, elle me raconta qu'elle aimait beaucoup à en être recouverte. Elle participait régulièrement à des gangbangs, le plus souvent dans des boîtes échangistes, parfois dans des lieux publics tels que des parkings. Bien qu'elle ne demandât qu'une participation minime, 50 € par personne, ces soirées étaient pour elle très lucratives, car elle y invitait parfois 40 ou 50 hommes qui utilisaient à tour de rôle ces 3 orifices avant de décharger sur elle. Elle me promit de me tenir informé la prochaine fois qu'elle organiserait un gangbang. Je la remerciai. Je n'étais pas réellement intéressé, mais je la trouvais sympathique. En somme, ces 2 escortes étaient bien. Pas suffisamment quand même pour me donner envie de les revoir, ni d'engager avec elles des relations suivies, ni pour me donner envie de vivre. Devais-je alors mourir? Cela me paraissait une décision prématurée. Ce fut en fait mon père qui mourut, quelques semaines plus tard. Je l'appris par un appel de Sylvia, sa compagne. Nous n'avions, regretta-t-elle au téléphone, pas tellement eu l'occasion de nous parler. C'était vraiment un euphémisme. En fait, je ne lui avais jamais parlé. Je ne connaissais même son existence que par une allusion indirecte que m'avait faite mon père lors de notre dernière conversation, 2 ans auparavant. Elle vint me chercher à la gare de Briançon. Mon voyage avait été très désagréable. Le TGV jusqu'à Grenoble, ça allait encore. La SNCF maintenait un niveau de service minimum dans les TGV. Mais les TER étaient véritablement laissés à l'abandon. Celui qui rejoignait Briançon eut plusieurs pannes et arriva finalement avec un retard d'1h40. Les toilettes étaient bouchées, un flot d'eau mêlée de merde avait envahi la plateforme, menaçant de se répandre dans les compartiments. Sylvia était au volant d'un Mitsubishi Pajero Instyle et à ma profonde stupéfaction, les sièges avant étaient recouverts de housses imitation léopard. Le Mitsubishi Pajero, je l'appris à mon retour en achetant le hors-série de l'autojournal, est un des tout-terrains les plus efficaces en milieu hostile. Dans sa finition N-Style, il est équipé d'une sellerie en cuir, d'un toit ouvrant électrique, d'une caméra de recul et d'un système audio Rockford acoustique 860 watts doté de 22 haut-parleurs. Tout cela était profondément surprenant. Pendant toute sa vie, enfin pendant toute la partie de sa vie qui m'était connue, mon père s'était maintenu presque jusqu'à l'ostentation dans les limites d'un bon goût bourgeois parfaitement conventionnel. Costume 3 pièces gris à fines rayures ou éventuellement bleu sombre, cravate anglaise de marque, son habillement correspondait en fait exactement à la fonction qu'il exerçait, directeur financier d'une grande entreprise.
Cheveux blancs légèrement ondulés, yeux d'un bleu d'azur, beau de visage. Il aurait parfaitement pu interpréter un rôle dans l'un de ces films qu'Hollywood produit de temps à autre sur ces sujets à la fois abscons et, paraît-il, terriblement importants qui tournent autour de l'univers financier, des subprimes et de Wall Street. Je ne l'avais pas revu depuis 10 ans et son évolution m'était restée inconnue. Mais je ne m'attendais certes pas à cette transformation en une sorte de baroudeur de banlieue. Sylvia avait la cinquantaine, 25 ans de moins que lui environ. Si je n'avais pas été là, elle aurait probablement touché l'intégralité de l'héritage. Mon existence l'obligeait à me concéder la part qui m'était réservée. 50% quand même, puisque j'étais enfant unique. Dans ces conditions, on pouvait difficilement s'attendre à ce qu'elle éprouve des sentiments très chaleureux à mon égard. Elle se comportait toutefois raisonnablement bien, m'adressait la parole sans gêne excessive. J'avais téléphoné à plusieurs reprises pour l'avertir du retard croissant de mon train, et la notaire avait pu décaler le rendez-vous à 18 heures. L'ouverture du testament de mon père n'apporta aucune surprise. Son patrimoine était partagé à part égale entre nous deux. Il n'y avait aucun legs complémentaire, mais la notaire avait bien travaillé et avait commencé à évaluer la succession. Il touchait une très bonne retraite d'Unilever et n'avait que peu de choses en argent liquide. 2 000 € sur son compte courant, quelques 10 000 € sur un compte d'épargne en action souscrit il y a longtemps, probablement oublié. Sa principale possession était la maison où il vivait, Sylvia et lui. Un agent immobilier de Briançon, après visite, avait établi une estimation à 410 000 €. Son 4x4 Mitsubishi presque neuf valait 45 000 € à l'Argus. Le plus étonnant pour moi était l'existence d'une collection de fusils de prix que la notaire avait classés par ordre de cotation. Les plus chers étaient un Vernet Caron platine et un Chapuis Oral Elite. L'ensemble représentait quand même un montant de 87 000 €, nettement plus que le 4x4. Il collectionnait les armes, demandai-je à Sylvia. Ce n'étaient pas des armes de collection, il allait beaucoup à la chasse, c'était devenu sa grande passion. Un ancien directeur financier d'Unilever, achetant sur le tas un 4x4 de franchissement et retrouvant ses instincts de chasseur-cueilleur. C'était surprenant, mais après tout possible. La notaire avait déjà terminé. Cette succession allait être désespérément simple. L'extrême rapidité du processus ne m'avait quand même pas empêché, compte tenu de mon retard initial, de rater mon train de retour, et c'était le dernier de la journée. Ceci plaçait Sylvia dans une position délicate, comme nous en prîmes conscience, sans doute à peu près au même moment, en remontant dans la voiture. Je dissipais aussitôt le malaise en affirmant que pour moi le mieux et de loin était de trouver une chambre d'hôtel proche de la gare de Briançon. Mon train pour Paris partait très tôt le lendemain matin et je ne pouvais en aucun cas le manquer. J'avais des rendez-vous très importants dans la capitale, affirmai-je. Je mentais doublement. Non seulement je n'avais pas de rendez-vous le lendemain, pas plus qu'aucun autre jour, mais le premier train de la journée partait un peu avant midi. Je pouvais au mieux espérer être à Paris aux alentours de 18 heures. Rassurée sur le fait que j'allais prochainement disparaître de sa vie, c'est presque avec élan qu'elle m'invita à boire un verre chez eux, comme elle s'obstinait à le dire. Non seulement ça n'était plus chez eux, puisque mon père était mort, mais ça n'allait bientôt plus être chez elle. Compte tenu des chiffres qui m'avaient été communiqués, elle n'aurait d'autre choix pour me régler ma part de la succession que de mettre cette maison en vente. Situés sur les contreforts de la vallée de Frénisière, leur chalet était énorme. Le parking en sous-sol aurait pu contenir une dizaine de voitures. En traversant le corridor qui menait au living room, je m'arrêtai devant des trophées empaillés qui devaient être des chamois, des mouflons, enfin des mammifères de ce genre. Il y avait aussi un sanglier, plus facile à reconnaître. « Enlevez votre menton si vous voulez, » me dit Sylvia. C'était très sympa, vous savez, la chasse. Moi non plus, je ne connaissais pas avant. Ils chassaient toute la journée du dimanche et on dînait ensemble avec les autres chasseurs et leurs femmes, une dizaine de couples. En général, on prenait l'apéritif ici et souvent on allait dans un petit restaurant du village voisin qu'on privatisait pour l'occasion. Ainsi, mon père avait eu une fin de vie sympa. Là encore, c'était une surprise. Durant toute ma jeunesse, je n'avais jamais rencontré aucun de ses collègues de travail et je ne crois pas que lui non plus en ait jamais rencontré un en dehors justement du cadre du travail. Mes parents avaient-ils les amis?
Peut-être, mais je ne parvenais pas à m'en souvenir. Nous vivions à Maison Lafitte dans une grande maison, certes moins grande que celle-ci, mais grande tout de même. Je ne revoyais personne qui soit venu dîner chez nous, passer un week-end, enfin faire ce genre de choses qu'on fait généralement quand on est amis. Je ne croyais pas non plus, et c'est plutôt troublant, que mon père ait eu ce qu'on appelle des maîtresses. Là, évidemment, je ne pouvais pas être certain, je n'avais aucune preuve, mais je n'arrivais pas du tout à associer l'idée d'une maîtresse avec le souvenir que je gardais de lui. En somme, voilà un homme qui aurait vécu 2 vies, nettement séparées et sans le moindre point de contact. Le living room était très vaste et devait occuper la totalité de l'étage. Près de la cuisine américaine installée à droite de l'entrée, il y avait une grande table de ferme. Le reste de l'espace était occupé par des tables basses et de profonds divans de cuir blanc. Au mur, il y avait d'autres trophées de chasse et sur un râtelier la collection de fusils de mon père. C'étaient de beaux objets avec des incrustations de métal finement ouvragé qui brillaient d'une luisance douce. Le sol était jonché de peaux d'animaux divers, essentiellement des moutons, j'imagine. On se serait un peu cru dans un film porno allemand des années 1970, un de ceux qui se passent dans un relais de chasse au Tyrol. Je me dirigeai vers la baie vitrée qui occupait toute la paroi du fond, donnant sur un paysage de montagne. En face, on voit le pic de la Meije, intervint Sylvia, et, plus vers le nord, vous avez la barre des Écrins. Vous voulez boire quelque chose? Jamais je n'avais vu un meuble bar aussi bien garni. Il y avait des dizaines d'alcools de fruits et certaines liqueurs dont je ne me soupçonnais même pas l'existence. Mais je me contentais d'un martini. Sylvia alluma une lampe de chevet. Le soir tombant donnait des lueurs bleutées à la neige qui recouvrait le massif des Écrins, et l'ambiance devenait un peu triste. Même en dehors des questions d'héritage, je n'imaginais pas qu'elle puisse avoir envie de rester seule dans cette maison. Elle travaillait encore, elle occupait je ne sais quel emploi à Briançon. Elle me l'avait dit pendant le parcours jusqu'à l'étude de la notaire, mais j'avais oublié. De toute évidence, même si elle s'installait dans un bel appartement au centre de Briançon, sa vie allait devenir nettement moins drôle. Je m'assis un peu à contre-cœur sur le divan, acceptai un deuxième martini, mais j'avais déjà décidé que ce serait le dernier, que tout de suite après je lui demanderais de me raccompagner à l'hôtel. Je n'arriverais jamais à comprendre les femmes, cela m'apparaissait avec une évidence croissante. On avait affaire à une femme normale, et même d'une normalité presque exagérée. Pourtant, elle avait réussi à trouver quelque chose chez mon père, quelque chose que ni ma mère ni moi n'avions décelé, et je ne pouvais pas croire que ce soit uniquement, ni même principalement une question d'argent. Elle-même jouissait d'un salaire élevé, cela se voyait à son habillement, à sa coiffure, à sa manière générale de parler. Chez cet homme âgé ordinaire, elle avait su, la première, trouver quelque chose à aimer.